Ok, alors on va voir donc le cours d'histoire de la justice. Alors donc déjà on va voir l'introduction. Alors la justice c'est un principe moral, donc c'est une notion qui fait le lien entre le sentiment de justice et le système juridique. Quand la notion de justice est liée au droit, on dit qu'elle est la fonction souveraine de l'État qui tranche les litiges entre les sujets de droit. Et en histoire, c'est une justice déléguée à certains organismes. En somme, la notion de justice est liée à celle d'une autorité publique. Ce sont des notions qui peuvent s'assimiler entre elles. À partir de la Révolution française, on connaît une matérialisation de la justice. L'histoire de la justice commence à la fin de l'Ancien Régime. Et donc l'histoire juridique permet de se rendre compte que le droit est un objet qui a une histoire politique continue, car le droit évolue toujours. Alors maintenant, on va voir le chapitre 1, la justice franque, ou la tentative de restaurer l'héritage institutionnel de l'Empire romain, donc de la fin du VIe siècle à la fin du IXe siècle. Alors la période franque, elle est divisée en deux époques, et ces deux époques correspondent à deux dynasties royales. Il y a la période mérovingienne et la période carolingienne. La première période, donc l'époque mérovingienne, débute en 481 et s'achève en 751 à l'usurpation de Pépin le Bref. La seconde période débute en 751 et s'achève en 987, à l'avènement de Hugues Capet, au début donc des Capétiens. Sous la période mérovingienne, en fait, vont se mettre en place des institutions judiciaires sommaires. Donc sous la dynastie carolingienne, on souhaite restaurer les institutions impériales. Seulement, la fin de la dynastie carolingienne empêchera en fait ça de se réaliser. Alors sous la période franque, on ne connaît pas vraiment de projet impérial. On reste donc sur un ordre judiciaire sommaire avec des coutumes, alors que sous la période carolingienne, on essaye d'avoir un ordre plus savant. Alors la section 1, l'organisation judiciaire franque entre juridiction de droit et juridiction d'exception. Petit 1, la juridiction ordinaire franque, le malus. Alors en A, on va voir le malus mérovingien et en B, on verra le malus carolingien. Alors, le malus mérovingien, donc jusqu'au VIe siècle, le malus est une juridiction présidée par un centenarius, élu par les hommes libres de sa circonscription. Ce dernier donc a le pouvoir de juridiction. Il peut ainsi convoquer le malus, donc un tribunal itinérant. Avant le VIe siècle, ce centenarius est quelqu'un de la région, qui n'est pas forcément rattaché au pouvoir royal. Et donc au VIe siècle, le centenarius disparaît et sa juridiction est transférée au comte. Ce comte aura donc l'autorité sur un territoire nommé Pagus, lui-même divisé en centaines. Donc ce comte est censé voyager et convoquer le malus dans chaque centaine. Si besoin, il fait appel à son remplaçant nommé le vicarius, et le comte préside, en fait il est entouré d'un groupe d'hommes libres appelé Rachambourg, ce qui signifie garant de la vengeance. Et donc ils sont considérés comme des hommes bons, sages et forts, et ces juges ont été choisis car ils connaissent les coutumes locales. Et alors à côté des Rachambourg, une place est faite pour les autres hommes libres de la centaine, donc ceux-ci doivent être présents et approuver la décision prise par le comte, et en cas d'absence, ils seront sanctionnés donc d'une amende. À côté de ça, on va avoir le malus carolingien. Alors à l'époque carolingienne, l'obligation d'assister au malus devient trop lourde, et les hommes libres préfèrent payer l'amende plutôt que de s'y présenter. Cette situation fait l'objet d'abus par certains comtes, qui multiplient alors les convocations inutiles dans le but de s'enrichir. Et face à cette corruption, Charlemagne limite le pouvoir des comtes en limitant le nombre de plaids annuels. Il ne pouvait être tenu plus que 3 plaids légitimes par an. Pour s'assurer de la continuité de la justice entre ces plaids, des juridictions permanentes sont créées. Ces juridictions sont situées par chaque centaine et présidées par des juges de métier appelés scabini. Enfin, Charlemagne réagit en fait à la tendance de ses comtes à délaisser la justice à leur vicarius, donc qui est leur remplaçant. Dans un édit de 811, il hiérarchise les affaires entre causes majeures et causes mineures. Les causes majeures sont jugées par le comte obligatoirement, donc ce sont les cas les plus graves qui peuvent aboutir en matière criminelle à la peine de mort, et les autres affaires sont considérées comme des causes mineures et sont alors présidées par le vicarius. Maintenant, on va voir donc en petit 2 les juridictions extraordinaires franques. Le A, c'est les juridictions supérieures au malus, le tribunal du palais et les assises des missi dominici. En 1, on va voir le tribunal de Paris et en 2, on va voir les assises des missi dominici. Alors, le tribunal de Paris, en fait, il est présidé par le roi lui-même
et cette juridiction est composée des membres de la cour royale ou d'autres notables de passage dans le royaume. La composition est donc variable, selon les déplacements du roi et de sa cour. On y trouve plus régulièrement le comte du palais, qui peut aussi présider au tribunal, lorsque le roi n'a pas envie ou alors qu'il n'est pas là. Pour que l'affaire soit traitée par le tribunal du palais, le justiciable doit obtenir l'autorisation de la chancellerie royale, et en fait avec cette autorisation, il est possible de faire appel d'une décision jugée par un malus. On peut également mobiliser le tribunal du palais en première instance dans deux situations. Premièrement, on peut le saisir pour les affaires les plus graves, donc les affaires de trahison ou de lèse-majesté, donc c'est-à-dire porter atteinte à la personne du roi et au royaume. Et deuxièmement, si le cas concerne certaines personnes particulières, donc des comtes, des évêques, des personnes vulnérables, que le roi a le devoir de protéger. La procédure du tribunal du palais se nomme réclamatio ad regem, donc réclamation au roi. Ici, le plaideur mécontent n'attaque pas la décision du malus, mais la décision des juges. En fait, il s'agit des cas où il y a une suspicion de mal-jugement ou de déni de justice. Si le grief ainsi formulé est fondé, les juges sont condamnés à une amende, et cette procédure permet d'affiner la supériorité du pouvoir royal sur la justice ordinaire. Ensuite, donc en deux, les assises des missi dominici. Alors les assises des missi dominici sont très proches du tribunal du palais. Il s'agit du tribunal du palais, mais assuré par les fonctionnaires du roi, les missi dominici donc. Les assises des missi dominici ont la même compétence, la même procédure, et appliquent les mêmes sanctions que le tribunal du palais. Elles sont simplement rendues par des inspecteurs royaux l'heure de leur chevauchée qui peuvent tenir des plaides extraordinaires. Donc en gros, c'est pareil, sauf que c'est des gens qui sont en déplacement. Et alors les missi dominici, ça veut dire juste fonctionnaires du roi. Donc on vient de voir le petit a, les juridictions supérieures au malus, le tribunal du palais et les assises des missi dominici. Maintenant on va voir le petit b, les juridictions en marge du malus, la justice des immunistes. Alors donc les grands domaines fonciers sont en dehors de la judiciaria potestas des comtes, c'est-à-dire le pouvoir de juger. Le comte n'a pas de compétence à juger sur ces derniers. Les propriétaires de ces domaines bénéficient en effet du privilège d'immunité. Quand un litige concerne deux personnes issues du territoire de l'immunité, c'est la justice immuniste qui tranche. Alors, la justice est donc rendue par le propriétaire immuniste ou par son délégué appelé avoué. Donc, le plaid qui s'y tient rappelle en tout point celui du malus. En revanche, si le litige oppose un homme du territoire immuniste et un homme du territoire extérieur, les solutions varient. Parfois, on considère le privilège immuniste subordonné à la compétence du droit commun. Donc, l'immuniste est censé présenter son homme, celui qui vient de son territoire, à la justice publique. A l'inverse, si le demandeur est étranger du territoire immuniste, l'immuniste lui donne satisfaction par son avoué. Avec le temps, la règle actor sequitur forum rei s'impose. Le demandeur plaide à la juridiction du défendeur. À l'époque carolingienne, le privilège immuniste est limité aux causes mineures, les causes majeures étant placées sous la compétence de la juridiction comtale. Dans ce cas, l'immuniste présente son ressortissant devant le malus, et à titre exceptionnel, le comte peut intervenir sur le territoire immuniste. Maintenant, on va voir la section 2, les procédures et modes de preuve à l'époque franque. Petit 1, la procédure privée, accusatoire et contradictoire. Alors, la procédure privée franque repose essentiellement sur l'initiative du plaideur. C'est lui qui engage l'instance et en assure la démarche. L'autorité publique reste passive, donc c'est-à-dire que c'est au plaideur de signaler un meurtre, pas au tribunal de commencer des investigations. La procédure est donc accusatoire et contradictoire. Les deux parties sont mises sur un pied d'égalité. On retrouve dans cette procédure privée un formalisme extrême, qui sont des paroles rituelles qui permettent de prononcer le procès. Chaque partie doit respecter des formes rituelles et prononcer des paroles sacramentaires pour commencer le procès. Le non-respect de ce formalisme peut entraîner la perte du procès. La charge de la preuve pèse sur le défendeur, totalement l'inverse donc du système actuel. Concernant ces preuves, on utilise peu l'écrit ou les témoignages, pour la raison que l'écrit n'est pas assez développé, donc c'est-à-dire réservé à une élite, et les témoins directs ne sont pas crus, témoignages biaisés qui peuvent donc être faux. Durant l'époque mérovingienne, on appelle souvent les co-jureurs, donc c'est-à-dire qu'on refuse les témoins directs, mais on accepte les témoins de moralité,
Donc les témoins de moralité, c'est-à-dire les parents ou les voisins, et donc qui attestent de l'honnêteté d'une des parties. Mais donc dans ces conditions, c'est difficile d'établir la vérité. On a donc recours aux ordalies. Alors il s'agit donc de preuves censées exprimer le jugement de Dieu. Elles peuvent être bilatérales ou unilatérales. Les ordalies unilatérales confrontent un homme à un élément, l'eau froide ou l'eau bouillante ou le feu. À côté, il y a les ordalies bilatérales, dont la plus connue est le duel judiciaire. Alors à cette occasion, des champions pouvaient se battre à la place des parties, souvent dans les cas où la personne était vulnérable, et donc Dieu devait alors donner la victoire au juste, et cet affrontement se nommait ainsi preuve par bataille. Outre ce duel judiciaire, on trouve l'épreuve de la croix, qui consiste à se faire tenir les adversaires en position immobile, les bras en croix, et le premier qui baisse les bras perd. Enfin, le dernier mode de preuve est le serment, ou la prise par Dieu, ou la prise de Dieu par témoin. Celui qui fait un faux serment se risque à la parjure, la damnation. Paradoxalement, on pense que cette preuve est la plus fiable. Ensuite, en petit 2, on a la procédure publique, inquisitoire et unilatérale. Il s'agit de la procédure utilisée lorsque le roi est concerné. Contrairement à la procédure privée, il n'y a jamais qu'un seul défendeur qui est cité par l'autorité publique. Lors de la procédure publique, inquisitoire et unilatérale, les débats ne peuvent être contradictoires. L'instance est menée par cette même autorité qui impose aux défendeurs des épreuves judiciaires. Le procès peut se mettre en route par l'enquête du pays ou lors des plaides comptaux, c'est-à-dire les plaides faites par les comptes. L'autorité publique demande si les crimes sont restés impunis, et ceux désignés comme suspects sont soumis en justice et doivent se soumettre aux ordalies. Ensuite, la section 3, les sanctions judiciaires à l'époque franque. Aujourd'hui, la finalité de la sanction pénale est censée être trifonctionnelle, c'est-à-dire dissuasive, rétributive et resocialisante. De plus, en matière civile, la sanction civile se borne à la répartition du préjudice subi. Lors du Haut Moyen-Âge, la sanction n'est plus socialisante, la sanction est juste rétributive et dissuasive, et les notions de répartition et les punitions sont amalgamées. Ici, nous distinguerons donc selon que la peine relevait du privé ou du public. Donc alors en petit 1, les peines privées, les compositions. Les compositions sont des tarifs fixés par la loi. Le coupable doit verser cette somme à la victime ou à sa famille. Ce dédommagement est considéré comme une répartition et une punition en même temps. En effet, c'est une sanction pénale car la loi fixe le montant de la composition selon la gravité de la faute, mais aussi une répartition civile car c'est la victime qui reçoit la somme. Le type de composition le plus connu est le Wehrgeld, le prix du meurtre. Les tarifs sont très élevés pour être supérieurs à l'hypothétique bénéfice du coupable de l'infraction. Dans le cas où la somme ne peut être réunie, deux choix pour la victime. Soit le coupable est mis à mort, soit il est réduit en esclavage pour la famille. Au début de la période mérovingienne, on évite l'insolvabilité par la foris familitio. Il s'agit d'une institution qui permet que la famille du coupable contribue au paiement. Au début du 8e siècle, ce procédé est aboli par Childebert III. Donc la charge des délits devient purement personnelle, c'est-à-dire la famille ne peut plus intervenir. Et en 2, on va voir donc les peines publiques, les peines corporelles. À l'époque mérovingienne, les peines corporelles sont limitées en cas d'atteinte à l'autorité royale, comme vu précédemment. Charlemagne finit par étendre son champ d'application. Il estime en effet que les crimes graves lèsent la société tout entière. Le roi se doit donc d'intervenir dans la répression de ces infractions. Cela concerne 4 infractions, aussi appelées les 4 grands cas. Premier cas, l'homicide volontaire ou le meurtre. Deuxième cas, l'incendie volontaire. Donc, à cette époque, l'incendie est difficilement contenable et ses conséquences peuvent être redoutables, destruction des bâtiments en ville, des champs ou en campagne. Troisième cas, le rapt, donc l'enlèvement de personnes vulnérables. Quatrième cas, le vol, atteinte redoutée du fait de son extrême fréquence. Les 3 premiers cas sont systématiquement punis de mort. Le vol est sanctionné par une mutilation. Œil crevé d'abord, main coupée en cas de récidive, peine de mort pour la 3e fois.